Ce type est en fuite. Il approche de Red Hill. Le voilà. Il grille le feu rouge. Les policiers sont prêts à l'intercepter? Oui. Oh, il contourne cette voiture. Oh là là. Il arrive dans la rue, entre dans le carrefour, feu rouge, il traverse les voies. Le voilà du mauvais côté de la route. La circulation est dense ici. Il passe à toute vitesse devant ses voitures et continue vers le sud. Situation extrêmement dangereuse. On ne sait pas s'il y a quelqu'un d'autre dans le véhicule, mais regardez, plusieurs unités se joignent à la poursuite, passant par la bande d'arrêt d'urgence pour contourner ce trafic très dense. Il y a des embouteillages sur des kilomètres. Et là, encore une voiture. Oh, il vient de s'arrêter. Puis il repart. Regardez, il traverse des cônes de chantier. Waouh, c'est très dangereux. Je ne sais pas s'il y a des équipes de Caltrans plus loin, mais... Oh, il vient de percuter cette voiture. Terrible, vraiment terrible pour ce conducteur. Oui, je pense que... Non! Ah. Oh non, il est peut-être en train de voler une voiture. Ça ressemble à un carjacking. Il sort, il est allé sur la banquette arrière pour prendre quelque chose. Sa voiture fume. Non, il va repartir. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait essayer d'entrer dans un complexe résidentiel. Il force le passage. Et voilà encore une autre voiture. Il a de sérieux problèmes ici. Comment va-t-il s'en sortir? Oh, il sort... Non, non, il est en train de voler ce véhicule. On dirait que c'est une femme. Il l'a poussée hors de la voiture. C'est extrêmement dangereux. Cet homme essaie de l'aider. Oh, c'est une situation terrible. Il essaie de se battre, mais il n'a nulle part où aller. C'est affureux. Cet homme doit s'éloigner. Il est coincé, il pourrait se faire écraser. Il doit reculer et laisser cet individu prendre le véhicule. Attention. Wow, quelle situation catastrophique. Les policiers sont juste derrière lui. Voilà un agent qui apparaît à l'écran. Oui, maintenant il repart, et on dirait que les policiers se préparent à le coincer plus loin. Un piéton s'écarte. Il pourrait être en train de le bloquer. Oh non, il traverse encore le carrefour. Il a un peu d'espace. Non, encore une voiture. Il va devoir franchir le terre-plein central. Le voilà. Il saute le séparateur central et se retrouve en sens inverse. Ce sera un virage à gauche. J'espère qu'il n'y avait que cette femme-là. Il roule toujours vers l'ouest sur Michelson. Regardez comme il freine brutalement. Il a même fait jaillir des étincelles. Il vient de passer Jamboree. Oui, on dirait qu'il roule maintenant sur une jante. Oh non, il va percuter cette voiture. Hey, il l'a percuté latéralement, côté droit, l'arrière droit. Il va encore sortir. La portière est ouverte. Mon Dieu, c'est tellement dangereux. Il est monté sur la pelouse et continue. C'est, je crois, Von Karman. Il est à 8 heures, Patrick, à 8 heures. 8 heures, 8 heures. Il est maintenant à pied. Il s'enfuit. Il monte cette colline. 10 heures, Patrick, 10 heures. Continue à contourner. C'est une zone de bureau, un complexe d'entreprise. Le chien est lancé sur lui. Le chien le plaque au sol, juste là. 12 heures, Patrick, 12 heures. Le chien l'a attrapé, l'a maîtrisé juste avant qu'il n'entre dans ce complexe d'affaires. Le 7 avril 2018, l'officier Courtney Brown et l'officier Christy Wilson du service de police de Roswell ont intercepté Sarah Webb, résidente de l'État de Géorgie, pour un prétendu excès de vitesse alors qu'elle se rendait à son travail à Duluth, en Géorgie. Après que Mme Webb s'est arrêtée, l'officier Brown s'est approché du véhicule. « Restez dans la voiture. » « Désolé, ma vitre ne tient pas. » Brown, police de Roswell. « Savez-vous à quelle vitesse vous rouliez à l'instant, madame? » « Je suis vraiment désolé, je suis en retard pour le travail. » « Vous rouliez à plus de 80 miles à l'heure sur la route 92. » « Non, madame. » « Votre permis de conduire et votre carte d'assurance. Coupez le moteur et donnez-moi les clés, s'il vous plaît. » La chaussée est mouillée, il pleuvait. Rouler à plus de 80 miles à l'heure dans ces conditions, c'est une conduite dangereuse, madame. C'est LexisNexis. J'essaie de consulter les informations. Je ne les ai pas imprimées. Donnez-moi une seconde, je reviens tout de suite. D'accord. Hé,
Elle roulait presque à 90 sur la 92. Elle m'a dépassé à toute vitesse, j'ai dû monter à 90 pour la rattraper. Mon radar ne fonctionne pas. Le tien fonctionne? J'ai vérifié, Casey. Si tu peux, vérifie aussi la plaque, Mike. Je vais devoir redémarrer le système et voir ce qui ne va pas. D'accord. Je pense que je vais sans doute lui mettre une conduite dangereuse. Elle m'a dépassé à toute vitesse. Elle roulait environ à 80 à 85 sur la 92 sur route mouillée. Elle a dit qu'elle était en retard pour le travail. J'ai dû monter à 90 pour la rattraper. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas de mesure de vitesse, mais quand même. Ici, l'officier Brown reconnaît qu'elle ne disposait d'aucun instrument de mesure de la vitesse permettant de déterminer avec précision la vitesse de Madame Webb. Bien que les lois varient d'un État à l'autre, en Géorgie, une personne peut être condamnée pour excès de vitesse ou conduite dangereuse uniquement sur la base d'une estimation visuelle d'un officier. Les lois de la Géorgie relatives à la vitesse figurent à l'article 46-180 du Code de la Géorgie, qui stipule « Nul ne doit conduire un véhicule à une vitesse supérieure à ce qui est raisonnable et prudent compte tenu des conditions et des dangers réels et potentiels existants », ainsi qu'à l'article 46-181 qui prévoit que nul ne doit rouler à une vitesse supérieure aux limites maximales établies. Dans l'affaire Brown contre l'État, 1992, la Cour d'appel de Géorgie a jugé que le témoignage d'un officier fondé sur son estimation visuelle de la vitesse du prévenu était juridiquement suffisant pour étayer une condamnation pour excès de vitesse, précisant que l'opinion d'un témoin oculaire peut être utilisée pour établir la vitesse, sa crédibilité relevant de l'appréciation du jury, et de telles preuves sont suffisantes pour permettre au jury de conclure à une violation des lois sur la vitesse. De même, dans l'affaire Stone contre l'État, 2002, la Cour d'appel a confirmé une condamnation fondée exclusivement sur l'estimation visuelle de la vitesse par un officier, estimant que l'évaluation de la vitesse de l'officier est suffisante pour étayer une accusation d'excès de vitesse. La même norme de preuve s'applique à l'infraction de conduite dangereuse qui, selon l'article 46-390 du Code de la Géorgie, existe lorsqu'une personne conduit un véhicule avec un mépris téméraire pour la sécurité des personnes ou des biens. Dans l'affaire Fraser vs. State 2003, la Cour d'appel de Géorgie a conclu que l'excès de vitesse, même sans autres infractions au Code de la route, peut fonder une accusation de conduite dangereuse si l'État présente des preuves montrant que le prévenu roulait à une vitesse excessive compte tenu de la limite affichée et des conditions de circulation à ce moment-là. À la lumière de ces précédents jurisprudentiels en Géorgie, un tribunal aurait presque certainement jugé que le témoignage de l'officier Brown concernant son estimation visuelle de la vitesse de Madame Webb constituait une preuve suffisante pour une condamnation pour excès de vitesse et éventuellement pour conduite dangereuse, bien qu'un jury ait pu considérer son aveu de ne pas connaître la vitesse exacte comme moins convaincant. Il est toutefois important de noter que cette norme est propre à la Géorgie et que dans certains autres États, une condamnation fondée uniquement sur une estimation visuelle de la vitesse est interdite. Mais vous pouvez utiliser le fait que vous rouliez à une certaine vitesse et qu'elle vous a dépassé. C'est sur la caméra. Vous aurez la vitesse arrière, le fait que vous ayez dû monter à 90 pour la rattraper, plus les conditions météorologiques. Oui, ce n'est pas acceptable. Je vous l'ai dit. La route est mouillée, vous êtes en retard pour le travail et vous roulez à plus de 80 pour y arriver. Je vous ai dit d'appeler, de ne pas faire ça et de ne pas mettre des vies en danger. Mon système a encore planté, je le redémarre. Qu'en penses-tu? Arrestation ou simplement des contraventions? Atlanta répond, Roswell répond. Attends, ça va? Oui, désolé, elle est indisponible. Mon système ne fonctionne pas. Qui est-ce? Pile ou face? Hors caméra, l'officier Wilson ouvre sur son téléphone une application de pile ou face et dit pile ou face, voulant dire que si c'est pile, Madame Webb sera arrêtée et si c'est face, elle sera relâchée. Quel que soit le résultat, l'officier Brown avait le pouvoir légal d'arrêter Madame Webb, tant en vertu des lois de la Géorgie que de la Constitution des États-Unis. Selon l'article 40/6-1 du Code de la Géorgie, la plupart des infractions routières dans l'État sont des délits, y compris l'excès de vitesse et la conduite dangereuse, et l'article 17-4-2 autorise les officiers à procéder à une arrestation sans mandat lorsque l'infraction est commise en présence de l'officier. Même si les lois de l'État n'avaient pas autorisé une arrestation pour de telles infractions, la Cour suprême a établi une règle générale.
Lorsqu'une arrestation sans mandat pour une infraction commise en présence d'un officier repose sur l'existence d'une cause probable, elle est conforme à la Constitution. Dans l'affaire Atwater v. City of Lago Vista, 2001, la Cour suprême a jugé que, si un officier dispose d'une cause probable de croire qu'une personne a commis même une infraction pénale très mineure en sa présence, il peut, sans violer le 4e amendement, arrêter le contrevenant, bien que la Cour ait noté que les circonstances de cette arrestation n'étaient rien de plus que des humiliations gratuites infligées par un policier qui, au mieux, a fait preuve d'un jugement extrêmement médiocre. La Cour suprême a ensuite confirmé et élargi cette décision dans l'affaire Virginia versus Moore 2008, déclarant que les arrestations sans mandat pour des infractions commises en présence d'un officier sont raisonnables au regard de la Constitution et que, bien que les États puissent réglementer ces arrestations à leur guise, les restrictions étatiques ne modifient pas la protection offerte par le 4e amendement. Compte tenu du large pouvoir discrétionnaire des officiers dans la prise de décision d'arrestation, un tribunal aurait probablement jugé constitutionnelle une décision d'arrestation fondée sur un tirage à pile ou face, à condition que l'arrestation soit étayée par une cause probable. Néanmoins, dans certaines juridictions, de tels agissements violeraient les règlements internes. Par exemple, le manuel du département de la sécurité publique de Géorgie définit des circonstances spécifiques dans lesquelles une arrestation pour une infraction routière est autorisée et interdit toutes les autres arrestations avec mise en détention. Le manuel de politique et procédure de la police de Roswell, en revanche, ne limite pas expressément les arrestations liées à la circulation, mais exige que, chaque fois que cela est approprié, l'officier utilise des alternatives à l'arrestation physique, telles que la délivrance de convocation ou de contravention. Cependant, en décidant d'arrêter Mme Webb sur la base d'un tirage à pile ou face, les officiers ont probablement violé une autre disposition du manuel de Roswell qui stipule que les policiers, investis de la confiance et de la responsabilité civique, doivent se comporter de manière à mériter la confiance et le respect du public et de leurs collègues. La politique exige également que les officiers se comportent de façon à projeter une image favorable d'eux-mêmes et du service de police de Roswell, et que les agents considèrent le service à la communauté comme un devoir. À destination du grand public et pour fournir ce service d'une manière aimable, respectueuse et patiente. 23. Michael Jordan. Salut, alors j'ai 2 infractions pour vitesse excessive compte tenu des conditions. Laisse-moi noter ça. 2 fois trop rapide pour les conditions. C'est bien ça? Oui, tu peux mettre conduite dangereuse, puis excès de vitesse. Et tu devras simplement cocher estimation par allure au lieu de... Enfin, de toute façon, la limite ici, c'est quoi, 45? Oui, elle roulait bien au-delà. C'est juste que je n'ai jamais rédigé un excès de vitesse comme ça, donc je suis un peu hésitante. Véhicule de patrouille, observation visuelle, puis le système va te demander si tu étais en mouvement. Toi non, elle oui. Tu peux m'aider à faire ces fichus procès-verbaux? Mon système ne veut même pas me connecter. D'accord, madame, faites-moi une faveur, sortez du véhicule. Posez le téléphone, sortez de la voiture. Tournez-vous. Mettez les mains dans le dos parce que vous rouliez beaucoup trop vite compte tenu des conditions et vous avez mis en danger la vie de nombreuses personnes, d'accord? Je vais mettre les menottes en double verrouillage pour qu'elles ne se resserrent pas. Placez-vous devant mon véhicule de patrouille, madame. Placez-vous devant ma voiture de patrouille. Est-ce que vous avez quelque chose dans vos poches? Quelque chose qui pourrait me piquer, me couper ou me blesser? Des drogues, du matériel lié à la drogue, quelque chose comme ça? Non. Très bien. Tournez-vous légèrement sur le côté. Je vais juste prendre ça. D'accord. Avancez ici vers mon véhicule de patrouille. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va vous attacher avec la ceinture. RDR 390R, Alpha 1, test Alpha 1. Pouvez-vous m'envoyer un code 85, s'il vous plaît? Ici, l'officier Brown commence à fouiller le véhicule de Mme Webb. Bien que les policiers ne puissent pas fouiller un véhicule uniquement sur la base d'une infraction routière, il existe de nombreuses situations dans lesquelles ils peuvent procéder à une fouille sans mandat. Premièrement, il est essentiel de rappeler que les policiers peuvent toujours fouiller un véhicule avec le consentement de son propriétaire et qu'ils n'ont pas besoin de disposer d'une cause probable pour demander cette autorisation.
Comme la Cour suprême l'a établi pour la première fois dans l'affaire Carroll contre États-Unis en 1925, les policiers peuvent également procéder à une fouille sans mandat d'un véhicule lorsqu'ils ont une cause probable de croire qu'il contient des preuves d'un crime, sans violer le 4e amendement. De même, dans l'affaire California contre Acevedo en 1991, la Cour suprême a conclu que les policiers peuvent fouiller des contenants fermés à l'intérieur d'un véhicule sans mandat si la fouille est fondée sur une cause probable. Cependant, dans cette situation, il semble que l'officier Brown procédait en réalité à un inventaire du contenu du véhicule en préparation de sa mise en fourrière. Dans l'affaire South Dakota contre Opperman de 1976, la Cour suprême a expliqué que, lorsque des véhicules sont mis en fourrière, les services de police locaux suivent généralement une pratique routinière consistant à sécuriser et à inventorier le contenu du véhicule. Ces procédures ont été élaborées pour répondre à 3 besoins distincts: la protection des biens du propriétaire pendant qu'ils sont sous la garde de la police, la protection de la police contre les réclamations ou litiges concernant des biens perdus ou volés, et la protection de la police contre les dangers potentiels. Pour cette raison, lorsque les policiers fouillent et inventorient un véhicule mis en fourrière, la Cour a conclu que, en suivant les procédures policières standards en vigueur dans tout le pays et approuvées par l'écrasante majorité des tribunaux, la conduite de la police n'était pas déraisonnable au regard du 4e amendement. Ici, le manuel des politiques et des procédures du département de police de Roswell impose que les membres de ce département inventorieront et documenteront le contenu de chaque véhicule mis en fourrière. Étant donné que l'officier Brown semblait se conformer à cette politique lors de la fouille du véhicule de Madame Webb, un tribunal conclurait probablement que cette fouille était constitutionnelle. Vous pouvez prendre votre téléphone avec vous. Les trousses de maquillage et tout ça, est-ce que ça va si on les laisse dans la voiture? Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse juste... Vous pouvez passer un appel téléphonique, mais rien de plus. Si vous voulez appeler quelqu'un, vous y êtes autorisé. Mais... D'accord. Donnez-moi une seconde, je vais vous laisser appeler. Où allez-vous? Où est-elle? D'accord, bonne journée, monsieur. Il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais aller là-bas. Madame Webb a été arrêtée et inculpée pour vitesse excessive compte tenu des conditions et conduite dangereuse, mais les accusations ont ensuite été abandonnées. Le 18 juillet 2018, le chef de la police de Roswell, Rusty Grant, a dénoncé le comportement des officiers dans une vidéo publiée sur Facebook et a annoncé que le département menait une évaluation complète de haut en bas et faisait appel à un consultant externe pour réaliser un audit. Le 26 juillet 2018, les officiers Brown et Wilson ont tous deux été licenciés à l'issue de l'enquête interne. Dans l'ensemble, les officiers Brown et Wilson obtiennent la note F pour avoir exercé un très mauvais pouvoir discrétionnaire en choisissant d'arrêter Madame Webb au lieu de lui délivrer une simple contravention, pour avoir violé plusieurs aspects de la politique du département et des normes générales du maintien de l'ordre, ainsi que pour avoir démontré un manque de caractère et des aptitudes éthiques globalement discutables. Il ne fait aucun doute que la majorité des actes de l'officier Brown étaient légaux. Toutefois, on peut clairement soutenir que, même si ces actions ne violaient pas nécessairement la loi, le fait de faire dépendre la décision d'arrêter quelqu'un d'un simple lancer de pièces soulève de graves questions éthiques. Une grande partie du travail policier consiste à prendre la décision la plus raisonnable et la plus éthique possible dans le cadre de l'autorité conférée à l'officier. La plupart des policiers prêtent non seulement serment à la Constitution fédérale et à celle de leur État, mais également un serment d'honneur des forces de l'ordre. Ce serment promeut explicitement la responsabilité et le maintien de normes éthiques élevées, et les officiers qui négligent l'aspect éthique de leurs décisions trahissent en réalité ce serment et manquent à la moitié de leur mission. Les officiers Brown et Wilson ont adopté un comportement qui a banalisé l'impact social et financier d'une arrestation et a nui à la relation entre le département et sa communauté. Je félicite le département de police de Roswell d'avoir pris les mesures appropriées pour répondre à la mauvaise conduite de ses agents. Quant à Madame Webb, je ne peux raisonnablement pas attribuer une note à une personne qui n'a à aucun moment contrôlé la dynamique ni l'issue de cette interaction. Lorsque l'officier Brown a initialement informé Madame Webb qu'elle roulait à plus de 80 miles à l'heure, cela semblait l'avoir sincèrement choquée, et l'officier Brown a ensuite admis qu'elle ne savait pas réellement à quelle vitesse Madame Webb roulait. Cela remet en question l'ensemble de l'interpellation,
Et l'on peut soutenir qu'aucune preuve vérifiable n'existe pour démontrer que cet arrêt reposait sur une base légale. En définitive, toutes les charges contre Madame Webb ont été abandonnées. Bien qu'elle ait été visiblement bouleversée sur les images de la caméra piéton, sa capacité à rester calme et coopérative a probablement contribué à l'abandon des poursuites. Je félicite Madame Webb pour son comportement exemplaire tout au long de l'interaction et pour avoir poursuivi la procédure via les voies de réclamation appropriées. Dites-nous dans les commentaires quelle interaction ou quel sujet juridique vous aimeriez que nous abordions. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de consulter ma deuxième chaîne pour encore plus de contenu sur les interactions policières.